Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frimaté. Des vidéos circulent de part et d'autre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp, Twitter et autres. Des images et sons qui choquent une partie de la population. Que deviennent exactement nos hauts lieux de savoir entre les étudiantes qui n'ont pas un look adapté en milieu universitaire et les directeurs, professeurs et autres responsables qui harcèlent les jeunes étudiantes et n'arrivent plus à les éduquer. Les responsabilités sont partagées à mon avis et nous ferons le débat dans un instant avec des hommes de ce plateau, Carles Kitome et Kadera Chirou qui nous présentera donc dans une première partie donc la une des journaux. Bonjour à vous. Bonjour à vous Nadège Diwan, chers amis internautes, bonjour. Les quotidiens titrés ce matin sur l'actualité politique nationale, nous y revenons dans un instant. Et puis le bulletin d'information sera présenté par vous, Carles Kitome. Bonjour. Nadège, bonjour. Le gouvernement béninois instaure une assurance au profit des paysans pendant que les autorités sanitaires confirment la présence du virus Lassa dans le Borgo. Et nous en parlerons également de ce virus. Nous parlons également du virus Lassa qui sévit dans notre pays depuis un certain temps, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, Karaté Open de Paris 2018, la compétition démarre effectivement ce matin au stade Pierre de Coubertin. Nous en parlerons dans un instant. Bonjour, bienvenue à suivre la une des journaux. Présentation, Kadera Chirou. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien Nord-Sud qui affiche ce jour en manchette passeport plus puissant, le Bénin 17e au plan africain. L'événement précis, déclaration du secrétaire exécutif de l'autorité de régulation de communication électronique des postes, Hervé Guédégbé, au sujet de l'affaire Glo. Les numéros de téléphone sont la propriété exclusive de l'État. Toujours avec l'événement précis, en deuxième titre à la une, participation à 2 réunions de haut niveau, le couple Talon attendu à Addis Abeba ce samedi. Bénin intelligent, dédommagement à Glodjigbe, pourquoi le gouvernement ne doit pas reculer? C'est à la page 3 de l'apparition du jour du Canard. La Nouvelle Tribune, entretien avec Dr Roland Amoussou-Guénou. Le Bénin ne profite pas suffisamment des opportunités qu'offre la Thaïlande. La Nation, renforcement du processus démocratique. La Sénat évalue le code électoral. Toujours avec le quotidien national d'information, La Nation, visite du ministre de la Communication dans des organes de presse. C'est pour s'enquérir des réalités des médias, informe le quotidien national d'information. Le Bénin libéré à présent. Effervescence politique ce week-end dans les collines. Le mariage à Talon et Savalo-Ouest. Scellé, le banquier et Renard. Les surfaces électorales. Dandé à faux en serait la bague d'alliance. L'Indépendant, soupçonné d'avoir escroqué une somme de 3 millions de francs CFA, un jeune homme torturé et battu à mort à la gendarmerie de Bonou. En deuxième titre à la une du même Canard, L'Indépendant zoom sur les perspectives économiques du Bénin, les réformes et la politique de l'assainissement des finances publiques saluées. Ce sont les réformes du président Patrice Talon. L'Opinion aujourd'hui, mesures initiatives au profit des PME dans le budget général de l'État exercice 2018, priorité à la consommation des produits locaux dans les commande publique. Kini, contrôle de conformité à la constitution de la loi portant statut de la magistrature. La Cour réaffirme le principe de l'égal accès à la santé. Conseil des ministres avec Kini, des options et projets pour booster le secteur agricole. L'économiste, ouverture des tribunaux de commerce au Bénin, une garantie du climat des affaires économiques. Le quotidien Okwe, révision de la charte des partis politiques. Le dossier affecté à la commission des lois. Le potentiel 17e au classement des passeports africains les plus puissants, le Bénin plus que jamais ouvert sur le monde. Les investisseurs désormais attirés par la politique du président Patrice Talon. Deuxième titre à la une du quotidien Le Potentiel, DSK oriente et clarifie les propos de maître Adrien Humbedji. Fraternité à présent. Remous autour des frais de dédommagement. Dassigli appelle les propriétaires terriens de Glodjigbe au calme. Les personnes affectées par le projet seront relogées. Les clarifications des responsables des expropriations à la page 3 de l'apparition du jour du quotidien Fraternité. Matin libre à présent pour mettre un terme à cette revue. Cotonou, bravo à Talon pour l'éclairage public. Et toujours avec le quotidien béninois Matin libre, préparation des prochaines élections. La Sénat évalue l'application du code électoral. Merci à vous, Kadera Chirou, pour la une des journaux. Nous vous invitons à présent à suivre le bulletin d'information sur Frimatin. Chers amis internautes, bonjour. Les magistrats béninois sont toujours en grève malgré les décisions de la Cour constitutionnelle dont l'une interdit le retrait du droit de grève à certains agents permanents de l'État et l'autre rétablit le droit de grève aux magistrats. L'opinion publique s'attendait à l'arrêt des mouvements de débrayage de 5 jours sur 5, mais rien n'y fit. Les magistrats béninois maintiennent leur mouvement de grève conformément à la motion adressée au ministre de la Justice, garde des Sceaux, le 4 janvier.
La plupart des points de revendication, dont, je cite, l'invasion des politiques dans le Conseil supérieur de magistrature, n'ont pas encore été satisfaites. La fièvre à virus hémorragique Lassa continue de faire des victimes. Les autorités sanitaires du département de Borgou ont confirmé ce mercredi l'apparition de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Lassa dans le département, où l'une des 3 personnes infectées a rendu l'âme le mardi dernier au centre hospitalier universitaire départemental Borgou-Alibori, mis à Parakou, informe l'agence Bénin Presse. Il est décédé, selon les autorités, le mardi 23 janvier 2018 à 19h. Le Bénin décide de faire jouir 351 000 paysans du projet d'appui à l'assurance mutuelle agricole du Bénin. L'objectif du projet est de réduire la vulnérabilité des producteurs de coton et de riz en mettant à leur disposition des produits d'assurance couvrant la phase de la production, une phase qui n'était pas couverte jusqu'à présent. Je vous invite à suivre le ministre Joseph Djogwenou. Il dévoile également l'accord signé entre le Bénin et l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. À l'assurance mutuelle agricole du Bénin. À la suite de la crise alimentaire de 2008, la Banque ouest-africaine de développement a financé une étude qui a conclu à la faisabilité de l'assurance récolte dans la zone UEMOA. L'objectif global du projet est de réduire la vulnérabilité des producteurs de coton et de riz en mettant à leur disposition des produits d'assurance couvrant la phase production non prise en compte à ce jour. Il vise aussi, à terme, à améliorer le bien-être des producteurs en renforçant leur sécurité afin de leur permettre d'accroître leur productivité. À cet effet, le gouvernement a signé avec l'institution financière sous-régionale un accord de prêt pour la mise en œuvre du projet d'appui à l'assurance mutuelle agricole du Bénin. Cet accord a été ratifié par l'Assemblée nationale en 2015, mais pour diverses raisons, liées notamment à l'accomplissement de formalités administratives aux fins de satisfaire les conditions de décaissement et réformer le cadre institutionnel, le projet a connu des retards de démarrage. C'est pour mettre fin à ces dysfonctionnements et permettre le démarrage effectif de ce projet qui va impacter 350 000 producteurs de coton et 1 000 producteurs de riz que le Conseil a adopté le nouveau mécanisme de mise en œuvre du projet et instruit les ministres concernés d'accomplir diligemment les démarches nécessaires à cette fin. En dehors du Bénin, 26 victimes de nationalité burkinabé et malienne, c'est le bilan de l'explosion d'une mine hier jeudi dans la région de Mopti au centre du Mali. Le véhicule en provenance du Burkina Faso transportait des participants à la foire de Boni dans la région de Mopti. Un renfort a été dépêché sur place, mais aucun suspect n'a été identifié pour le moment. Un peu plus tôt dans la journée, une attaque a visé l'armée malienne près de la localité de Youarou, toujours dans la région de Mopti. Nous allons fermer ce bulletin avec les informations du Libéria. Quelques jours après sa prestation de serment, le footballeur international George Weah ordonne à toutes les agences autonomes et publiques du gouvernement libérien de maintenir leurs dépenses opérationnelles en dessous de 3 000 $. Toute volonté d'aller au-delà de ce montant doit recevoir l'aval du cabinet présidentiel. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Usaï TV. Merci à vous, Carles Kitome, pour la présentation. Vous restez avec nous pour le débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Kadera Chiro, Carles Kitome. Nous allons parler donc de la fièvre Lassa rapidement qui sévit dans notre pays depuis un certain temps. Carles Kitome. Oui, c'est un mal qui a du mal à laisser le Bénin parce qu'on en avait déjà parlé il y a 2 ans. L'année passée, on en avait parlé dans les pays limitrophes, mais je crois que les autorités de la sous-région ne prennent pas les mesures idoines pour régler ce problème. Dans la mesure où il y a eu des régions où il y a eu des fièvres hémorragiques beaucoup plus dangereuses et les gens ont quand même réussi à les contenir. Donc j'ai l'impression que nous prenons un peu le mal à la légère, mais notons qu'en moins d'1 semaine, le mal a transité de Tangueta à Parakou.
Tangueta, c'est à plus de 700 km de Cotonou. Parakou n'est qu'à 400 km de Cotonou. Et donc, je crois que, vu la progression de ce mal, il faudrait forcément que nos autorités prennent les mesures pour le freiner. Parce que Cotonou, c'est pas loin. Nous savons que les transactions... Ce sont les rats, non, Oui, bon, les animaux sauvages, généralement. Mais les rats peuvent vite filer de Tangueta à Cotonou aussi. Oui, mais... Les autorités vont les retenir. Non, mais il faut prendre... En fait, il y a des mesures d'isolement. Il y a beaucoup de mesures qui sont normalement prises. Même quand on remarque des cas quelque part, il y a des mesures qui sont prises pour qu'il n'y ait pas contamination, pour qu'il n'y ait pas propagation. Et les premières personnes, les personnes les plus exposées, c'est le personnel soignant. Parce que c'est eux qui reçoivent les malades et a priori, ils ne peuvent pas savoir tout de suite que le gars a cette maladie. Effectivement. Et quand il vient avec et il ne se protège pas suffisamment avant de le prendre en charge, c'est que la maladie se déclenche chez eux quelques heures ou quelques jours après et c'est irrattrapable. Ça veut dire que ça s'est déjà propagé dans tout l'hôpital et il faut forcément procéder à des isolements. Enfin, il y a les mesures qui sont reconnues par l'OMS et tout pour le... Il y a des communiqués qui circulent aussi pour demander aux populations d'être un peu plus hygiéniques. Je crois que c'est le moment d'intensifier la communication autour de ces communiqués dans toutes les langues pour que les gens se préservent. Les gens continuent d'aller à la chasse, de manger les animaux tués ici et là, même ramassés dans la brousse. Et je crois que ces animaux sont les premiers porteurs de cette maladie. Donc, si nous pouvons observer ces règles d'hygiène pendant que le mal est là, et ça nous protégerait beaucoup. Et puis, il faut fermer également les repas. Donc, à la maison, essayer de fermer les repas sur... Il n'y a pas que la fièvre Lassa qui nous menace. Même déjà, la présence des geckos chez nous est un poison très, très puissant. Et je crois qu'il y a eu des communiqués également qui circulent sur les réseaux sociaux qui demandent aux gens de protéger sérieusement leurs aliments. La semaine passée, toute une famille a été décimée en RTC parce que un gecko vivant était tombé dans une soupe chaude que la famille a mangée. Tous ceux qui ont pris ce repas en sont morts. Et donc... plus que la fièvre Lassa, il faut protéger nos repas contre tout ce qui peut nous apporter la maladie ou la mort. Nous parlons donc de la fièvre Lassa, juste après Carles Kitome. Kader Achou, vous avez un mot à dire par rapport à ça? Je dirais quand même qu'il faut que les populations, les unes et les autres dans le septentrion, puissent essayer quand même de faire une preuve d'une citoyenneté. Parce que le gouvernement jouera sa partition, mais il revient encore aux citoyens quand même de sécuriser, d'assurer eux-mêmes leur santé. Le gouvernement, déjà, depuis l'avènement de cette maladie dans le Bénin, pond déjà des communiqués qui visent dans ce sens. Ils ont déjà pris des mesures à travers les différentes directions départementales de la santé dans les régions pour essayer quand même de contrer le mal. Le gouvernement sollicite déjà au niveau des instances sous-régionales qui appuient le pays en matière de santé les aides nécessaires pour pouvoir contrer le mal. Mais en attendant que ces aides puissent arriver, en attendant que ces soutiens logistiques puissent être sur pied, il faut quand même que les populations, comme l'a dit Carles Kitome, qui vont manger des animaux de brousse, arrêtent cela pour quand même éviter la propagation du virus. Nous ne pouvons pas craindre cela parce que la mobilité humaine est quand même une chose qu'on ne peut pas contrer dans le pays, parce qu'on ne peut pas dire à cause du virus. On interdit à ceux du septentrion de venir dans le sud, ceux du septentrion. On ne peut pas interdire la mobilité humaine, mais je pense qu'il est quand même d'un impératif aujourd'hui que les docteurs dans les différents centres de santé puissent essayer quand même d'avoir un regard plus vigilant sur les patients qui viennent à leur niveau pour essayer quand même de remarquer cela. Intensifiées. Alors, nous allons parler à présent de ces vidéos qui circulent sur Internet. Il faut tenir à ce que Carles Kitome parle en premier, d'accord? Carles Kitome, vous avez suivi un peu ces vidéos-là? Tout à fait. Et c'est désolant de constater ce qui a été fait. Mais je me dis, il faut prendre le mal à la racine. Je crois que si ces étudiantes en sont arrivées à mettre sur la place publique ce qu'elles ont eu à mettre sur la place publique, ça veut dire que déjà à la base, il y avait des problèmes. Il y a eu beaucoup de choses. Je crois qu'il y a une question d'éducation. Je ne sais pas comment ces enfants vivent avec leurs parents à la maison, mais je suis sûr que déjà à la maison, il y a beaucoup de laisser-aller qui permettent à ces enfants de s'adonner à ce qu'elles ne pourraient peut-être pas faire pour le moment. Avec la bombe des réseaux sociaux, c'est pas Au-delà des évident. réseaux sociaux, je crois que le vrai problème, c'est à la télévision. Aujourd'hui, nous avons toutes les chaînes chez nous, et quand nous allons regarder les feuilletons qui passent, je vous assure, c'est des choses qu'on a déjà vues dans les feuilletons. C'est vrai que c'est nouveau là, mais c'est des choses du genre se sont posées dans les feuilletons.
Et à force de voir ça, les enfants ont fini par intégrer cela et se sont dit c'est possible. Nous pouvons oser le faire. Parce que généralement, quand on regarde les feuilletons, les enfants se disent nous sommes en arrière. C'est les gens qui sont plus avancés que nous qui font ça. Et les gens sont toujours tentés de faire ce qu'ils font. Il faut voir. Et on leur a toujours montré que l'Occident est mieux que chez nous. Il faut voir un peu l'effet que les différents feuilletons qui sont passés ici ont eu sur les habitudes vestimentaires de nos femmes et de nos filles. Ça les a dénudées complètement. Aujourd'hui, les femmes s'habillent comme elles veulent en référence aux stars de ces films-là. Et ça fait tout a changé. La béninoise n'osait pas se mettre dans certaines tenues, mais aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire à personne. On a tellement vu ça à la télé. Alors que nos feuilletons, les populations zappent hein, lorsque vous voyez des feuilletons typiquement béninois. Non, mais parce que l'offre est là-bas. Et on les a habitués, on les a conditionnés. Et aujourd'hui, c'est ça qui marche, c'est là la source d'information. C'est là que les femmes vont voir comment il faut agir avec le mari, comment il faut s'habiller, comment il faut gérer le foyer. Les jeunes aussi s'inspirent de ça et commencent à faire des choses qui ne sont pas vraiment de notre culture. Et c'est ça qui dérange. Ailleurs, ça n'aurait pas posé autant de problèmes, mais ce n'est pas de notre culture. Donc, nous avons du mal à freiner les élans que ces élèves ont pris, les étudiants ont pris par rapport à certaines choses. Donc, je crois qu'au-delà des sanctions à ces enfants-là, c'est normal que les enfants soient sanctionnés, mais il faut revoir tout le système éducatif. À partir du ministère de la Communication, du ministère de la Culture, si nous voulons un peuple pour demain, nous devons mettre en place une communication et un enseignement qui permettent aux gens de se former pour être de cette qualité-là. Mais quand nous laissons tout ouvert, nous avons après des cadres dont nous ne maîtrisons même pas la moralité. Les parents même sont surpris de découvrir ce que font leurs enfants. Et je crois que c'est vraiment désolant. Désolant, et j'ai été très déçu de voir le vrai visage de ma jeunesse, celle qui est aujourd'hui, qui veut quand même... Votre vrai visage, qui veut changer le Bénin de demain, cette jeunesse qui n'a pas de retenue à publier des vidéos d'elle-même en plein acte pornographique, cette jeunesse qui n'a pas de retenue à se répondre du tic au tac à l'image d'une réponse de berger à la bergère, parce que quand j'ai suivi les réponses par médias interposés d'université par université, où on évoquait les noms des universités comme s'il s'agissait de guerre entre les universités, alors que les universités n'en avaient rien à y voir de près. Et j'ai même aimé la sanction de cette seconde université qui a décidé d'exclure ces apprenants parce que eux, la faute était très grave. Elles n'avaient pas le droit, elles n'avaient pas les prérogatives de répondre à leurs collègues ou camarades étudiantes en allant jusqu'à appeler le nom de leur université pour dire que dans leur université, c'est ce qui se fait. Cela prouve que ça fait une mauvaise publicité à l'université et je pense que les cadres de cette université ont bien fait de pouvoir exclure ces étudiants. Je pense qu'ailleurs, si ça se passe, ça sera la même chose. L'histoire a continué, ça a mis feu aux réseaux sociaux et nous avons vu encore d'autres dans Porto Novo qui ont repris la même histoire, qui s'en sont fait des vidéos autrement, qui ont répété les mêmes mots à travers à travers leur génie à elles. Je pense que c'est suffisamment grave parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où il n'y a plus de sujet tabou. Les gens parlent comme ils veulent, les gens s'expriment comme ils veulent. Tout ce qui est caché, on ne le cache plus aujourd'hui. Mais est-ce que nous allons évoluer dans cette modernisation sans prendre en compte nos vraies réalités culturelles et culturelles au Bénin et en Afrique en général? Lorsque je vois cette situation qui est assez déplorable, où ces filles et fils ont eu leurs vidéos partagées par toutes les personnes, que ce soit au Bénin, en Afrique, en Europe, en Asie et autres, je me demande si demain, si celle-là pourra avoir un foyer demain, parce qu'il y en a une qui a eu des ébats sexuels avec quelqu'un, dont l'autre, aussi idiot qu'il soit, a pu publier les vidéos d'ébats sexuels qu'il a eu à effectuer avec cette femme. Alors, elle aura quel mari demain? Quelle sera l'histoire? Quel sera l'enseignement qu'elle va donner à ses enfants, à sa progéniture? Ça, c'est véritablement une inquiétude. Les jeunes filles, dans une église après, les jeunes filles, c'est pas l'église, c'est pas l'église. Je pense que c'est ce qui tue notre jeunesse aujourd'hui. On ne pense pas à notre devenir, on ne pense pas à notre avenir, on ne pense pas que demain nous aurons quand même une progéniture, on ne pense pas que demain nous aurons des enfants que nous devons éduquer. Laissons même d'abord les postes de responsabilité, mais quand votre enfant circule dans la rue, on dit ah, viens voir sa maman, regarde sa maman, c'est sa maman qui se fait. C'est pas un problème parce qu'avec l'enfant, vous pouvez gérer à la maison, vous pouvez lui expliquer dès le bas âge je pense que l'enfant qui a cette honte, qui est humilié publiquement parce qu'on lui parle de sa maman en tant que pute, en tant que femme qui n'a pas de dignité, je pense qu'à ce niveau, l'enfant perd de respect. Il perd de respect envers vous. Vous voyez comment ils réagissent. Non, attendez. Ils réagissent autrement. Calmement. Vous avez vu maintenant comment la jeunesse réagit. Déjà, c'est pas de la même manière que les jeunes, au temps de nos parents, réagissaient.
Donc, clairement, cette vidéo, aujourd'hui, nous choque moins que nos parents. Tout à fait. Si vous regardez cette vidéo-là, nos parents n'auront même pas l'audace de regarder. Oui. Ça les choque plus. Ça, c'est vrai. Donc, en leur temps, la jeunesse, donc les enfants là, auront un autre regard. Vous estimez que dans 20 ans, dans 30 ans, la jeunesse va changer. La jeunesse changera clair, la télévision et l'enfant sera fier de voir sa maman toute nue, en plein débat sexuel, de voir sa maman toute nue, avec un homme à côté. La maman risque d'être nue bientôt. Je pense que le créateur du ciel et de la terre, qui a quand même créé les vêtements pour nous vêtir et qui a créé quand même des accoutrements pour pouvoir cacher cela, n'est pas con. Depuis le temps d'Adam et d'Ève, il y avait quand même des tenues, même s'il n'y avait pas des chemises, des pantalons, il y avait quand même une manière quand même pour protéger le sexe. C'était des feuilles, c'était pour cacher cela, c'est parce que c'est montrer que c'est quelque chose qui doit être caché, qui ne doit pas être quelque chose de révélable, quelque chose de présentable. Avant que vous continuez, vous dites des choses, laissez-moi rebondir sur ça. Vous n'êtes pas de mon avis, c'est mon avis, je le partage moi. Je voudrais dire ceci. On accuse les enfants, mais c'est d'abord nous les hommes des médias. C'est d'abord nous. Parce que c'est nous qui sommes au devant. Les gens s'inspirent de ce que nous disons. WhatsApp est un vrai média. Tout à fait, on est d'accord, mais ça n'a pas tué les autres médias. Mais c'est parce que les autres médias ne proposent pas suffisamment de bonnes choses que les WhatsApp là sont en train de prendre le devant. Donc on a un combat, on a un défi à faire au-delà des parents, au-delà des décideurs. Les médias ont un rôle à jouer pour rétablir, parce que on a peut-être une demi-douzaine de jeunes aujourd'hui, mais là, ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Il y en a plein qui sont pires que ça. Quand vous entrez dans certains groupes sur les réseaux sociaux et que vous êtes vraiment accepté, mais il faut voir la qualité des échanges. Il faut voir la qualité des images, la qualité des vidéos. Ça, c'est parce que c'est plus... Mais dans ces groupes, on a des groupes ici où il y a des enfants et des adultes mélangés, où on a déjà vu pire. Vous le savez, monsieur Achirou. Vous l'avez vu. Vous avez vécu ça. Vous-même, vous avez été choqué par des vidéos qu'on vous a envoyées dans des groupes. Vous ne pouvez pas le dire publiquement. Mais quand c'est fait dans les groupes, ça veut dire qu'on valide la chose. On valide la chose. Ceux qui ont un peu plus de cran là vont un peu au-delà. C'est tout ce qui se passe. Je crois que la loi sur le numérique, le code sur le numérique doit être vraiment mis en vigueur pour qu'on rattrape les gens à chaque instant, pour que les gens sachent que tout n'est pas permis. Les autorités doivent prendre des décisions à tous les niveaux. Les enfants qui sont au primaire aujourd'hui regardent des choses que tu n'imagines pas. Ça, c'est clair. Vous n'imaginez pas ce que les enfants là regardent. Mais aujourd'hui, il faut mettre les gardes, il faut mettre des freins. Nos femmes se dénudent à tous les jours. Et vous voyez une femme, elle est bien habillée, mais quand vous voyez comment elle a habillé sa fille, vous posez des questions sur sa moralité à elle-même. Bien sûr, il y a des petites filles déjà qu'on habille. Elle dénude la fille, elle s'habille bien, mais elle dénude la fille, elle l'envoie dans une fête publique. Cette fille n'aura aucune pudeur à se dénuder davantage qu'elle aura à prendre ses propres responsabilités. Bien sûr. Donc tout est là, tout est là. Les enfants, pour moi, ce n'est rien du tout. C'est vrai, il faut les sanctionner, mais quel type de sanction? On ne veut pas la mort du pécheur. C'est déjà à l'université. On ne veut pas la mort du pécheur. pécheur. Qu'elles ont franchi des barrières déjà. Il faut créer un contexte psychologique pour les récupérer, pour leur faire comprendre qu'elles l'ont fait. On ne va pas les tuer pour ça, mais ce n'est pas bon de le faire. On doit même les utiliser pour sensibiliser ceux qui n'ont pas encore eu le cran d'arriver à ce niveau-là. Qui avait envie de le faire? C'est elle qui doit les sensibiliser aujourd'hui. Mais quand on les radie, ça aura quel résultat? Rien du tout. Elles vont tomber dans la rue, ce serait peut-être ça porte entrave, ça entache la crédibilité de l'université. Pas du tout. Quand elles vont appeler, elles peuvent répondre à leurs camarades sans appeler le nom de l'université. Que nous, à telle université, c'est ce que nous faisons, mais ça décrédibilise. Pour les racheter, des professionnels peuvent les récupérer tout de suite là pour dire on vous a radié, mais votre vie n'est pas perdue. Il y a du boulot pour ça, vous pouvez faire carrière dans ça. Et c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Il faut étudier un choix de vie. C'est des mineurs, donc je me dis qu'on peut quand même les récupérer. Des majeurs. Il faut chercher des majeurs qui se disent qu'une fois à l'université, tout est permis. Je pense qu'au niveau des universités privées, de part et d'autre, il faut qu'aujourd'hui on instaure des cours d'éducation civique parce que à y voir de près ce qui se passe et à voir de près les tenues déjà des étudiantes et des étudiants, il faut dire que la dépravation des mœurs est en plein essor aujourd'hui au Bénin. Et je pense qu'il est un impératif. Certes, nous allons dire que dans le passé, à 25 ans, mon papa ne réagissait pas comme moi aujourd'hui. À 25 ans, mon enfant ne réagira pas comme moi. Mais il faut dire que les choses vont de mal en pire. Et quand ça évolue comme ça, il faut quand même une conscience collective pour qu'on puisse mettre une halte quand même au mal. Et je pense que cette halte se fera de façon de part et d'autre à travers déjà les cours secondaires. Les cours secondaires, j'insiste dessus parce que c'est de là d'abord que les enfants commencent à prendre le pli déjà de cette mauvaise habitude à travers les acquaintances avec les uns et les autres, leurs camarades et autres. Ça, il faut d'abord qu'on mette l'accent sur là. Maintenant, une fois arrivé à l'université, il faut qu'on démystifie l'université en fait. Parce que l'université est perçue par ces enfants comme le lieu où tout est permis.
tout est permis, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes à l'université, on a inculqué dans la tête des enfants que vous êtes déjà grand, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Effectivement, ils sont grands. Et quand vous dites à des enfants, quand vous dites aujourd'hui, nous avons des enfants. J'étais hier, par exemple, dans une école où j'ai vu une fille très petite qui me dit qu'elle était au CM2. J'étais fasciné parce que je me disais, dans mon temps, dans ma classe au CM1, où moi j'étais allé même du CM1 au CEP, on n'avait pas des si petits comme ça parmi nous. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont 16 ans, ils ont le bac. Donc je ne peux pas dire qu'à 16 ans, c'est qu'à 16 ans et qui est en première à l'université, je ne peux pas traiter cette personne de grand. Par le passé, à l'université, on a vu des gens qui avaient 30 ans, 40 ans. Il faut prendre les choses en fonction des réalités aujourd'hui et faire comprendre aux enfants que quand vous êtes à l'université, vous n'êtes pas encore grand. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il faut faire et pensez toujours à demain. Demain, c'est-à-dire quoi? Parce que les enfants, même eux-mêmes, aujourd'hui, quand nous sommes, nous parents, qui devons les éduquer, qui devons indiquer le bon chemin, nous tolérons cela parce que nous disons que la société a évolué. Nous estimons que les choses ont évolué et que nous ne voulons pas mettre en phase cela avec nos réalités. Nous allons voir. C'est ça qui donne après à voir les parents qui s'embrassent dans les bureaux, dans les administrations publiques. Les enfants le savent, les enfants le disent dans les écoles, dans les couloirs. C'est pas toujours les feuilletons, mais c'est des réalités aujourd'hui dans l'administration publique, même au Bénin, copiés à la télévision, certes, mais c'est parce que pendant longtemps, ces parents estiment que les choses ont changé, estiment qu'aujourd'hui, la fidélité, le mariage, ce qui a tel enseigne qu'aujourd'hui, vous n'avez pas idée, quand vous dites à quelqu'un que vous êtes marié, ça n'empêche même pas un homme de vouloir faire la cour à une femme mariée. Alors que par le passé, dès que vous dites à un homme que je suis marié, automatiquement, il fait une halte à ses avances. Mais aujourd'hui, par le rituel qui est perpétré dans les administrations publiques, dans les services privés et autres, les gens n'ont plus aucune retenue à apprendre qu'une femme est mariée, à apprendre qu'une femme a 3 enfants et à lui faire la cour, à se mettre à l'embêter au quotidien pour le dire. Et cela dénote de quoi? De l'éducation qu'elle-même donne à ses enfants en disant que les choses ont changé. Mon enfant, mets-toi un collant, mon enfant, mets-toi ci. On voit des gens qui sortent aujourd'hui toutes nues, seulement qu'il n'y a qu'un voile qui cache cela. Il faut empêcher cela. Et quand vous le dites, on va vous dire non, ça se fait, on va vous dire ça se fait à l'Occident, c'est dans le feuilleton. Il y a des femmes qui sont bien habillées, mais qui sont pires que... Moi, j'ai suivi des photos, moi j'ai suivi 50 Cent, mais ça ne me permet pas de mettre des casquettes en l'air. J'ai suivi des choses dans ma jeunesse, mais je pense que c'est une question d'éducation. Et ça revient à chacun des parents aujourd'hui de pouvoir éduquer les enfants d'une meilleure éducation nationale. Les hommes, arrêtez d'harceler les femmes parce qu'elles sont à l'université pour étudier. On voit des responsables d'université qui les harcèlent. On voit des professeurs qui les harcèlent. On va oser le dire. Et ça se passe au Bénin, vous le savez. Nous le savons tous. Donc arrêtez de faire tout ça pour que les jeunes filles puissent étudier en paix, puissent réussir et que dans notre pays... Alors c'est qu'elles s'habillent décemment. On ne les harcèle pas. De toute façon, le corps d'une femme est le temps de Dieu. Que les parents aient le temps de qu'elles s'habillent décemment, pourquoi on ne les harcèle pas? Le corps de la femme est le temps de Dieu. Elle va créer ce qu'elle ne peut pas supporter. Si vous êtes responsable, vous êtes déjà majeur, vous êtes déjà responsable, arrêtez. Même si vous voyez ce que vous ne devez pas voir, arrêtez quand même d'harceler. Mettez-moi en situation, madame Nadège, vous comprenez. Voilà, merci à vous. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de harcèlement dans les universités. Oui, c'est pas de la faute des enseignants. C'est pas la faute des enseignants. Sur le sujet. C'est pas la faute des enseignants. C'est la faute aux enseignants. Les filles aussi provoquent par le code vestimentaire. Il y a les parents aussi. Il faut voir le parcours de qui est devenu l'enseignant, d'abord ce qu'il a été. Il faut voir le cadre dans lequel il exerce. Est-ce que le cadre là met les limites, les freins qu'il faut pour qu'il n'ose pas le faire. Donc c'est tout un ensemble de choses. Kitoumé, merci. Kadra Chirou, merci. Très bon week-end à vous. Merci. Et puis nous allons recevoir Larios Adjagbeno pour les sports. Les sports sur Free Matin, Larios Adjagbeno, bonjour. Bonjour Nadège. Alors, Océane Gagneiro, représentante béninoise, sera opposée aujourd'hui à une Tunisienne pour son entrée en lice. La compétition par rapport au karaté, l'Open de Paris 2018 démarre ce jour même au stade Pierre de Coubertin. Effectivement, oui, nous sommes en France, dans la capitale française. Et pour son premier combat, la karatéka béninoise affronte la Tunisienne Ben Zaïd Koldan. Une adversaire qu'elle connaît bien puisqu'elle a déjà battu en finale lors du dernier championnat d'Afrique. Dans quel état d'esprit la championne d'Afrique en comité de moins de 55 kg aborde-t-elle ses combats? Regardez. Quand je suis sur le tatami, déjà au bord du tatami, je fais le vide autour de moi. La seule personne qui compte, c'est mon adversaire. J'essaie de la regarder droit dans les yeux, créer le contact. Et dès que je monte, il y a qu'elle en fait. Il y a qu'elle et puis voilà, je reste focus sur elle du début jusqu'à la fin. Il y a la vitesse, la rage de vaincre, l'explosivité, la détermination, l'envie de gagner. Je pense qu'à part ce mal qui me gêne, je vais faire mon karaté juste. Et essayer de donner le meilleur de moi-même, m'amuser et puis me faire plaisir surtout. Comme je le dis, c'est celui qui a le plus envie de gagner le combat qui gagne.
peu importe, parce que vous êtes entraîné, tu t'es entraîné, elle s'est entraînée dur aussi. Donc sur le tatami, gagner ou perdre, il y a très peu de choses. Donc c'est celle qui a le plus envie de gagner. Au championnat d'Afrique, j'avais vraiment envie de gagner, je voulais l'or. C'était une préparation, une longue préparation depuis 2014. Donc du coup, il ne fallait pas que je passe à côté de cette occasion. Voilà, j'ai tout donné. Précisons qu'elle est logée dans la série 3 en compagnie entre autres de la Française Émilie Tu, une athlète qu'elle a l'habitude de suivre, et de la Brésilienne Valeria Kumizaki, numéro 3 mondiale. L'équipe nationale de football du Bénin féminine est actuellement en stage de préparation, ceci dans le cadre d'une éventuelle participation au tournoi de l'UFOA qui se déroulera du côté d'Abidjan. À ce titre, les écureuils dames se sont imposés dans ces derniers instants au stade René Pleven de Cotonou en match amical contre Robo FC et Off Songo, un club nigérian. Larios Adjagbenon. Oui, les dames ont battu ce club nigérian de première division 2-1 hier au stade René Pleven de Cotonou. Les Béninoises ont arraché cette victoire à la 92e minute grâce à Nadège Atankhleto. Elle a repris de la tête le dernier corner de la partie joué par Rachidat Adeniran. Patience Moïse avait ouvert le score à l'entame du match à la suite d'une action collective notée du pass réussi par les Béninois avant la conclusion de l'attaquante. Oui, évidemment. Alors que la capitaine de Robo FC of Songo a égalisé 11 minutes après le retour de la pause. Suivez les impressions des deux capitaines à la fin de la rencontre. Ce soir, vraiment, ça n'a pas été facile pour nous. Nous-mêmes, on a remarqué ça. Mais par la grâce de Dieu, on s'est en sorti par une victoire de 2-1. On ne va pas s'arrêter là, on va continuer le travail jusqu'à ce que ça va donner ce que ça va donner et qu'on aille à l'UFOA. The game is interesting and the game we played well. I enjoyed the game from the beginning to the end, but just that the last goal wasn't a goal. It's just, and again, it's home. We came to meet them, so they have to home advantage. There is the home advantage. I believe in it that I can score the goal, so that's where I make the goal. L'agenda du week-end, nous allons donc sur le plan international. Effectivement, Nadège. D'abord, en football, on joue les quarts de finale de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN Maroc 2018 ce week-end. Demain, samedi 27 janvier, le pays organisateur affronte la Namibie à Casablanca et la Zambie fera face au Soudan à Marrakech. Le lendemain, le Congo-Brazza rencontre la Libye à Agadir et le Nigeria sera opposé à l'Angola à Tanger. D'un championnat d'Afrique à un autre, mais cette fois-ci de handball, la finale de la 23e édition va se disputer samedi soir au Palais des Sports de Libreville entre la Tunisie et l'Égypte. C'est juste un remake de l'affiche finale de la dernière CAN. L'Égypte, champion en titre, a validé son billet pour la finale en dominant sans embâche le Maroc 31-19. Pendant ce temps, la Tunisie, vice-championne en titre, s'est qualifiée en écrasant l'Angola 34-14. Signalons que le sifflet béninois fait la fierté du Bénin à cette CAN. Le duo Jonas Aladé et Hassan Datondi sont ses principaux représentants. Ils ont sifflé notamment en quart de finale la rencontre Tunisie-République démocratique du Congo et hier le match de classement Angola-Algérie. Ce sera tout pour la page sport de ce vendredi matin. Merci à vous, Larios Adjagbenon. Nous mettons donc un terme à Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention. Très bon week-end. Et puis, à lundi pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.